Bienvenue sur les héros de la vente. Si vous voulez progresser sur les fondamentaux de la vente et devenir un top vendeur, vous êtes au bon endroit. Cette saison 2 se veut sans fioriture. On va commencer l'interview. Mais avant ça, je tenais à vous inviter à consulter nos livres blancs sur les meilleurs outils et formations pour les commerciaux sur vive.fr. V-Y-F-E. Vous pourrez en profiter pour jeter un œil sur notre technologie d'entraînement vidéo qui permet de filmer et d'analyser vos visios, rendez-vous téléphoniques, pitch et formation pour devenir hyper efficace dans votre communication et accélérer considérablement votre taux de transformation et votre cycle de vente. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'accueille Antoine Verken de la société Trusk. Antoine, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors Antoine, est-ce qu'on peut commencer l'épisode? Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ce que tu fais chez Trusk et aussi en profiter pour nous raconter un peu ton parcours? Oui, alors moi je suis directeur commercial chez Trusk depuis 3 ans et demi maintenant. J'ai rejoint la société suite à une expérience entrepreneuriale où moi j'avais créé ma boîte qui s'appelait TataCaisse, une plateforme de covoiturage de courte distance. Et puis via les réseaux d'entrepreneurs, j'ai rencontré les fondateurs de Trusk, donc Thomas, et j'ai foncé dans l'aventure, tout simplement. Et moi au départ, j'ai une formation économique à la fac, puis ensuite école de commerce assez classique. D'accord, alors c'est rigolo parce que là, ce mois-ci, j'invite pas mal de directeurs commerciaux ou head of sales de start-up. Et il y en a beaucoup qui ont déjà créé leur boîte auparavant, qui ont eu une expérience entrepreneuriale. J'imagine qu'il n'y a pas vraiment de formation pour être head of sales, mais que la formation, le parcours de l'entrepreneur, c'est une bonne formation, j'imagine. Oui, tout à fait. Le parcours de l'entrepreneur au départ, c'est de trouver ses premiers clients. Donc forcément, on commence par la vente. Enfin, du moins, si on arrive à bien faire les choses, on vend et ensuite on développe un produit. Et moi, finalement, à la suite de cette expérience, je me suis demandé un peu là où je pouvais être le plus performant et là où j'avais été le plus performant côté TataCaisse. Et c'était assez évident que c'était plus côté sales. Donc je me suis dirigé vers ce parcours-là. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait Trusk? Alors Trusk, pour être simple, on est un spécialiste du dernier kilomètre pour tout ce qui est objet lourd et volumineux. Et nous, on est la solution de livraison en fait pour tous les retailers et les sites de e-commerce qui aujourd'hui font face à la grosse concurrence d'Amazon, qui ont besoin de proposer de plus en plus de services pour se démarquer, c'est-à-dire en livrant leurs clients dans des délais toujours plus courts avec un service 5 étoiles. Et donc le but, c'est évidemment d'apporter la meilleure expérience possible aux clients en le livrant très rapidement, en moins de 3 heures, ou alors sur un créneau très précis. Et tout ça en apportant un maximum de traçabilité, de manière à ce que le client soit bloqué le moins de temps possible chez lui. D'accord, donc vos premiers clients, c'est les retailers, c'est ça? Exactement. C'est les grosses enseignes qu'on peut voir dans les zones commerciales, sur différentes verticales, que ce soit le meuble, le bricolage, le BTP. Donc, c'est par exemple Leroy Merlin et Ikea qui sont deux très bons clients. Ok, très bien. Eh bien, écoute, aujourd'hui, tu as voulu nous parler d'un sujet, donc notamment, tu voulais nous parler de l'importance de se renouveler, de se remettre en question. Donc, j'imagine que ça vaut pour l'entreprise au sens large, mais nous, on va parler principalement de la vente, et notamment de la vente chez Trusk. Tout d'abord, pourquoi tu as voulu nous parler de ce sujet? Parce que sur des sociétés comme les nôtres, dites start-up, qui font des levées de fonds et qui ont des investisseurs derrière, on investit beaucoup, on est toujours un peu sur un fil et en même temps, on a des objectifs qui sont assez importants, qui est de doubler le chiffre d'affaires chaque année. Et ces objectifs-là passent évidemment par des modifications structurelles de la société qui font qu'à chaque étape, les équipes doivent évoluer et le business model notamment peut évoluer, notamment au début où forcément nous on est en recherche de business model et on l'a vu chez Trusk, on est passé du modèle B2C en allant ensuite vers le B2B petit compte, B2B grand compte et aujourd'hui on s'attaque même à l'ensemble des sites de e-commerce
que vous pouvez trouver sur le web. Mais je pourrais revenir un peu D'ac- plus dessus. Ouais, très bien. Est-ce que sur l'évolution de ce business model, est-ce que tu peux nous raconter un peu et nous expliquer, nous faire un retour d'expérience à la fois sur les bonnes pratiques, mais aussi peut-être sur les erreurs que vous avez fait au début, hein. C'est en général, c'est quand on est une startup, et la première chose, c'est qu'on cherche le bon business model et du coup, on essuie les plâtres. Ouais, Du coup, complètement. est-ce que tu peux nous raconter un peu? Ouais, bah alors nous, on a commencé par le marché du particulier. On était un peu le Uber de la livraison. Et le but, c'était de remplacer un peu la camionnette Hertz en disant, désormais, on va vous fournir un camion avec un chauffeur et un ripper qui va vous permettre de tout transporter d'un point A à un point B. Et en fait, notre marché, c'était essentiellement le bon coin. Donc toi, en tant que particulier qui a besoin de vendre ton canapé ou acheter un canapé, ben, on proposait le service. Et nous, le hack qu'on avait un peu trouvé, c'est qu'en fait, on était hyper bien référencé sur le bon coin. On arrivait à contacter automatiquement l'ensemble des clients. Et quand tu faisais en fait une recherche de transporteur sur le bon coin, tu tombais systématiquement sur Trust. Ça a été un... D'accord. Vous faisiez ça comment? Avec de la pub payante, c'est ça? On faisait ça avec du SMS qu'on payait, mais aussi de la pub payante avec des annonces qu'on mettait un peu en pagaille, de manière à ce que sur les 10 premières pages de recherche de transporteur, tu aies toujours Trust qui ressort. D'accord, ok. Et ça Ok. nous a amené un trafic dingue. Donc, ça a été vraiment le gros levier de croissance de Trust qui nous a permis de faire une première levée de fonds, de montrer que notre service avait beaucoup de valeur. Et malheureusement, au bout de 6 ou 7 mois, en fait, on avait complètement asséché le marché. Et donc, tu as une mafia de la région des Balkans qui nous a contactés en disant vous allez vous arrêter immédiatement, on n'a plus rien, sinon vous allez avoir de gros problèmes. C'est vrai? Ouais, ouais, complètement. Et C'est une mafia qui gérait quoi, qui louait des camions comme ça, c'est ça? ouais, qui avait une activité de transport en fait au black, tu les appelais et puis ils te font ça Ah billets ouais, de la main à la main. ok. Et nous, au départ, on n'a pas trop peur. On se dit, bah écoute, on est start-up, de toute manière, on doit faire bouger les lignes. Jusqu'au moment où, en fait, bah, le fondateur Thomas Trusk reçoit un mot sur sa porte en lui disant soit vous continuez, soit on vous défonce. Et, Ah ouais. ouais, ouais, ouais. Et du coup, assez violent. Et là, on s'est posé pas mal de questions. On a pas mal interrogé les investisseurs à gauche, à droite, et même certains qui nous poussaient généralement à aller aller un peu plus loin. Et là, ils nous ont dit calmez-vous, il faut trouver d'autres solutions. Donc, on a été dans l'obligation forcément de se renouveler et de trouver des nouveaux axes business en se disant le bon coin, on va se partager un peu le business, mais ça va pas être suffisant pour nous. Il faut qu'on trouve d'autres axes de croissance. D'accord, ok. Mais ouais, un peu fou là, ce que tu me dis, ça fait un peu peur, hein. Ouais, Donc ouais, ça vous bon, a obligé, ok, à faire un mini pivot parce que non pas que ça ne marchait pas, mais plutôt parce que il y avait un acteur qui est donc la mafia qui vous a un peu obligé à faire ce pivot. ouais, là, on s'est dit, c'est à rien de se faire peur. Et Ouais. parallèlement, on sentait qu'il y avait aussi d'autres opportunités de business. Parce que nous, au départ, en tant que start-up, évidemment, tu fais tout à la main. Donc nous, les clients nous appelaient directement par téléphone. Tu n'avais pas de site, tu n'avais pas Ouais. de, de trucs efficaces pour le faire. Mais on se rendait compte qu'il y avait un besoin côté pro aussi, ce qu'on n'avait pas du tout analysé. Et en fait, tu avais pas mal de clients de chez Leroy Merlin, Ikea, qui nous appelaient en direct en disant il y a des services de livraison où on me propose d'attendre 15 jours et d'être livré entre 8h et 18h. Est-ce que vous pouvez venir chercher mes produits chez Ikea? Et nous, évidemment, on leur répondait ok, on est là dans 3 heures, on s'occupe de tout et on gère ça. Et donc, petit à petit, on s'est dit il est peut-être temps d'aller voir justement ces sociétés-là et de leur dire bah, écoutez, vos clients sont en train de faire appel à nous parce que vous n'avez pas un service efficace, il faut qu'on discute d'un partenariat. Ok, donc là vous passez du B2C au B2B et donc vous allez voir Ikea, c'est ça? Et On va voir Ikea. Et Ikea, malheureusement, bah, enfin, on se dit c'est évidemment la grosse target pour nous. Et malheureusement, on se plante complètement. On rate le business. On a des rendez-vous avec eux, mais ils choisissent d'autres sociétés.
Ah ouais, ok. Et donc, sans prétention, des sociétés qui sont très bien, mais tu vois qu'ils sont pas du tout dans la même dynamique que nous. Et nous qui avons une connaissance précise du marché, on se dit, on est quand même un peu les rois des cons. On a beau nous répéter que c'est pas le meilleur produit qui gagne. Quand tu as le meilleur produit et que tu perds, tu te sens quand même très, très con. Et donc, on rate les opportunités Ikea. Et là, on se dit, on remet tout en question en se disant, il faut qu'on change notre approche, même les discours commerciaux, la méthode, la valeur qu'on crée est pas perçue par les clients, ou du moins on a du mal à se différencier. Et donc, on fait un peu reboot, plan de bataille, et on se dit exactement quels sont nos targets sur notre marché, quelles sont toutes les batailles qu'on a à mener. On imprime une grande carte de l'Île-de-France. Et, et on se dit, voilà, il y a une centaine de batailles à mener et il faut qu'on soit hyper agressif et qu'on prenne ces magasins d'assaut parce qu'une fois que tu les as perdus, en fait, tu peux attendre 1 an et demi ou 2 ans, ce qui est énorme pour une boîte comme nous à notre échelle, qui a évidemment besoin de faire de la croissance. C'était un peu à ce moment-là sur un raid Ocean où il faut prendre les positions très très rapidement. D'accord. Donc l'échec d'IKEA, finalement, ça vous a permis de vous remettre en question et puis de se dire, bon, on a perdu une bataille, mais pas la guerre, et voici notre stratégie. Finalement, ça vous a poussé à faire une stratégie encore plus agressive. Ouais, je pense que ça a bien formé l'état d'esprit de Trusk en se disant, de toute manière, on nous donnera rien. Il faut qu'on soit présent partout, qu'on soit vu, qu'on discute avec les bonnes personnes. Parce qu'en fait, Ikea, on discutait bien avant avec eux, mais en fait, on discutait aussi, on s'était trompé de décideur. Donc, Oui. on a beaucoup perdu de temps là-dessus. Et je pense que ça a été une grosse claque qui nous a permis de nous remettre bien en place. Et depuis, l'aventure est belle parce que finalement, on est devenu un des gros partenaires d'IKEA pour toutes les livraisons en France. Donc, Ah oui, vous les avez récupérés par la suite. on les a récupérés par la suite, ouais. Ok, bah ça c'est une belle leçon, hein. C'est que on peut perdre un deal une année, mais le récupérer peut-être une année plus tard ou 2 années plus tard, quoi. Complètement. Ok, très bien. Donc, ça a été quoi ensuite là? Donc là, on a compris, on est au moment où vous êtes en train de vous renouveler. Ça a été quoi ensuite la suite? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les grandes lignes? Bah, la suite, ça a été toutes ces bagarres gagnées, ça a été ces batailles gagnées, ça a été pour prendre des positions importantes, ça a été le développement de Trusk un peu partout en France, parce qu'au départ, on n'était que en Île-de-France. Et là où tu es un peu bousculé par des gros acteurs, tu as envie de travailler avec les gros. Le problème, c'est qu'ils te demandent beaucoup tout de suite. Et nous, une des complexités pour nous, c'est évidemment de dire, OK, on peut ouvrir des nouvelles villes, mais il y a un investissement qui est conséquent derrière et il faut qu'il y ait suffisamment de volume. Et on a réussi à prendre des bonnes positions et on a, en 4 à 5 mois, été capable de trouver des bons clients et de se déployer presque dans une dizaine de villes en France. Et après, heureusement, on a eu des tops équipes opérationnelles qui ont permis de le réaliser. Mais nous, notre gros enjeu, Ouais. en effet, c'était d'être capable d'avoir suffisamment de volume pour nourrir les Truskers et amortir, en effet, les frais qu'on avait sur place avec des personnes qui... Nous, on a des customer success qui sont au contact des clients dans chaque ville. La dimension Ouais. terrain est très importante. Même si on automatise beaucoup de choses, on essaye de scaler énormément de process. On ne peut pas avoir une scalabilité parfaite, pure. Et donc, on pense qu'on est aussi un métier d'homme de terrain. Notre produit, c'est le camion et les truskers qui doivent être impeccables. Et c'est d'être très proche de nos clients. Ouais. Quand vous avez commencé je reviens un peu en arrière à faire ce fameux plan de bataille, sur la partie vente, ça a été quoi le gros changement ou le renouvellement que vous avez essayé de mettre en place? Est-ce que tu as des souvenirs un peu de ça? Ouais, alors à cette époque-là, on hésitait entre les petits comptes et les grands comptes. Mais ça, c'est un peu, à mon avis, comme toutes les boîtes. Les grands comptes peuvent apporter, grands comptes, ça veut dire grosses boîtes, type Leroy Merlin, Ikea, peuvent apporter énormément de volume, mais te demandent aussi beaucoup de développement interne pour s'adapter à leur business.
Et donc ça, t'hésites à le faire en te disant, tiens, est-ce que j'investis du temps de dev? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière? Et on s'y met à fond. Et parallèlement, t'avais le sujet des petits comptes, en fait, de se dire, bah, c'est potentiellement top d'avoir 1000 comptes qui t'apportent chacun 10 courses par mois. Ça a aussi beaucoup de valeur. Et à ce moment-là, on n'était pas encore assez nombreux dans l'équipe sales. Là, on est un peu plus de 10 désormais, on n'était que 2. Le choix, ça a été de se dire, écoute, on oublie le côté petit compte. Il y a urgence de prendre ses positions. Il y a assez de boulot pour 2. Et donc, on y va à fond et on se concentre uniquement là-dessus. En essayant de comprendre exactement quel est leur besoin et en créant finalement une plateforme spécifique pour eux, mais qu'on a réussi à adapter derrière pour tous les petits comptes. Et ça, on a eu de la chance parce qu'on est tombé sur Leroy Merlin avec une équipe du pôle innovation, donc qui avait une approche très lean startup, qui nous a dit ce dont elle avait besoin, mais qui ne nous a pas non plus imposé tous les sujets. Donc on a réussi à créer un produit qui était efficace pour eux, mais qu'on allait pouvoir répliquer justement pour d'autres comptes. Et aujourd'hui, ce produit fonctionne toujours. C'est une plateforme qui s'appelle pro.trust.com et qui a été amortie de chez Amorti. Et aujourd'hui, bah, c'est que de la marge pure qui rentre dès qu'on fournit cette plateforme à n'importe quel type de client. D'accord, effectivement, ça peut être une erreur, effectivement, quand tu commences à collaborer avec un acteur assez gros qui te demande de modifier ou de développer quelque chose de spécifique, c'est que finalement tu perds peut-être ce pourquoi tu as créé la boîte et tu deviens plus un prestataire spécifique de cet acteur-là plutôt que une entreprise qui réalise sa vision de servir plusieurs clients et plusieurs clients différents. Donc ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident de dealer avec ce type d'acteur. Non, c'est pas évident et je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui se perdent là-dessus, qui à se concentrer, parce qu'évidemment, ces gros clients te promettent un peu la lune et tu te concentres et puis finalement, tu n'arrives plus à faire d'acquisition derrière et évidemment, tu te retrouves sans trésor au bout d'un moment et les histoires s'arrêtent un peu comme ça. Donc, il faut bien choisir ces sociétés-là avec qui tu deviens partenaire parce qu'en même temps, si tu as envie de doubler chaque année, tu es un peu obligé de t'adapter à eux. Donc l'équilibre est pas forcément simple à trouver. Et tu vois, à contrario, il y a des sociétés ou des secteurs où on s'est dit non, il faut pas le faire. D'ailleurs, tu m'as parlé un peu en off du marché de la trottinette, justement un secteur où vous avez hésité peut-être. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu là? Ouais, le marché, alors c'est le marché de la mobilité au sens global, tout ce que tu peux voir à Paris, trottinette, vélo, etc. Tu vois, on a participé à pas mal d'appels d'offres où on arrivait en finale à chaque fois. Et un jour, alors on a beaucoup bossé dessus pendant une période où c'était les grèves. Et c'est un marché qui peut être colossal, c'est des dizaines de millions d'euros. Et on a beaucoup réfléchi à investir dessus. Investir dessus, ça voulait dire recruter presque 20 à 30 personnes dans notre équipe, spécialement pour ce secteur. Et en travaillant avec, alors il n'y a pas que moi là-dessus, mais avec toute la partie Comex, il y a un jour Thomas est arrivé en disant mais est-ce qu'on veut vraiment faire ça? Et là, tu peux être un peu aveuglé par le chiffre d'affaires que tu vas pouvoir générer, mais est-ce que c'est ton core business? Et nous, finalement, on a décidé de dire écoute, on peut le faire, c'est un revenu d'opportunité, on arrive à faire des gros chiffres là-dessus, mais on ne va pas construire une équipe autour de ça. C'est un défocus par rapport à notre activité principale. Oui, et puis on voit bien que les sociétés de trottinettes, le marché est énorme, mais par contre, ça crame énormément de cash. Il y a ça aussi, c'est que tu sais pas exactement où tu vas avec eux. Ouais. Et qui va tenir et pour qui t'investis. Et on était plus à l'aise avec des boîtes un peu plus solides. Tu sais que quand t'investis, alors on a un peu plus de 300 clients, là je parle de 2 en particulier, mais quand t'investis avec Leroy, Ikea, c'est des boîtes qui sont solides, sur lesquelles tu vas pouvoir compter. Pendant la période actuelle, c'est des boîtes sur lesquelles tu peux compter, tu sais qu'elles vont te payer, et ça c'est hyper important. Ah, mais c'est juste pour qu'on comprenne bien, c'est le marché de la trottinette, mais pour transporter en fait les trottinettes et non pas pour créer des trottinettes.
c'est ça? Oui, ouais, tout à fait. C'était pour Ouais, j'avais transporter pas. les trottinettes et aller les recharger. D'accord, ok, j'avais pas compris ça. Je pensais que vous vouliez faire une trottinette Trust, mais Ah non, c'est non, non. Non, non, quand même pas. On n'était pas à ce point défocus. Non, c'était pour d'accord, retrouver les trottinettes un peu perdues dans Paris, de aller transporter. Ok. les transporter, aller les recharger. Voilà, il y avait tout un tas d'activités qui rentraient pas dans notre scope. Effectivement, là, ça aurait pu être un peu compliqué à gérer, ouais. Ouais, ouais, Donc, c'était un peu lourd et donc et puis tu peux pas faire tous les projets à la fois. Là, on avait de la bande oui. passante pour le faire et on a préféré se concentrer sur d'autres projets. Ouais, ça aussi, c'est un autre conseil qu'on peut donner, pour notamment plus pour les auditeurs qui sont entrepreneurs, c'est de rester focus le plus possible, que ce soit vis-à-vis de sollicitations de gros clients ou vis-à-vis de nouveaux marchés. Et peut-être que le meilleur moyen d'avoir de la croissance au début, c'est d'être très bon sur sa niche, voire d'être le meilleur sur sa niche avant d'aller sur d'autres verticales. Ouais, complètement. Je pense il faut rester. Après, ça dépend de la taille de ton marché. En effet, là, tu parles de niche, donc tu peux être le meilleur sur ta niche. Mais bon, si tu as une niche, il faut que tu aies un produit à forte valeur ajoutée qui soit vendu assez cher, je pense. Après, sinon, tu as la stratégie des Blue Ocean qui est de se dire, finalement, j'ai une infinité de possibilités sur mon marché Ouais, et j'attaque ce segment-là. Mais ça va très vite, en effet, de se perdre. ouais. On peut partir un peu dans tous les sens. Ouais. Et nous, c'est un travail qu'on avait fait aussi avec une société qui nous avait accompagnés à bien définir notre mission, notre raison d'être et nos valeurs. Et c'est une bonne base dans ces situations où tu as des décisions qui sont difficiles à prendre pour se rappeler exactement ce qu'on est, quelle est notre mission et à quel moment on s'en écarte. D'accord. Bah, écoute, c'était une société de quoi? De conseil, c'est ça? Société de conseil, ouais. Fly the Nest, D'accord. très bien. Ok, très bien. Est-ce que donc là tu nous as parlé de s'adapter en permanence sur son marché et sur sa stratégie commerciale. Est-ce que tu peux nous parler aussi de l'adaptation des équipes, des humains? Comment ça se passe quand tu grossis comme ça, l'évolution de l'équipe en parallèle de l'évolution de votre business? Euh, ouais, alors la partie équipe, en effet, plus le business évolue, tu vois, on est parti du B2C et on est désormais à une activité de cross-docking, donc on fait aussi une partie logistique. Donc forcément, tu as des profils euh, qui doivent évoluer. Les gros hackers dont on avait besoin sur le Bon Coin, bah, on en a un peu moins besoin aujourd'hui. Et sur la partie sales, moi, je me suis rendu compte aussi que tu avais des profils qui étaient très bien au début, par exemple, qui étaient très forts relationnellement pour faire connaître Trust, se déployer dans ces villes-là. Et puis petit à petit, en fait, nous, on a une activité, voilà, on est une vraie chaîne de production, donc il faut être très carré, avoir les bonnes informations, savoir exactement ce qu'on met en place avec un client. Et donc, on avait besoin de profils plus carrés aujourd'hui. Et puis, tu te rends compte qu'en fait, tu as des sales qui s'y retrouvent un peu moins. Plus le produit avance, moins potentiellement c'est leur truc aussi. Donc ça, nous, on a eu forcément un peu de turnover. Et puis, ça pose aussi la question de formation des équipes que tu dois faire évoluer en permanence parce que tes offres évoluent. Et donc là, ce qu'on a mis en place chez Trust, c'est que nous, toutes nos équipes qui sont un peu basées en France reviennent, tu vois, une fois par mois pendant 3 jours pour être updaté, pour garder le contact avec la boîte, avoir les dernières infos et avoir les derniers process ou les dernières techniques qu'on utilise. D'accord, donc tu as investi beaucoup sur la formation et ouais. Ouais, ouais, exactement. Et sur la partie, tu m'as dit qu'il y avait du turnover, c'est ça? Enfin, vous essayez de gérer le turnover parce que c'est, en fait, peut-être que tu peux nous expliquer. Les Truskers, c'est quoi exactement? C'est un peu comme des livreurs, des libéraux, c'est quoi? Ou c'est des gens de votre équipe? Alors, ouais, pour rentrer un peu plus dans le détail, nous, on est commissionnaire de transport Ouais, et on travaille donc avec des sociétés d'indépendants qui sont tous des professionnels. Donc, c'est des ok, sociétés qui ont leur activité de transport, qui ont entre 4 et 5 camions.
qui travaillent pour certains clients et qui développent leur activité avec Trusk en ajoutant des camions et en venant faire du chiffre d'affaires avec nous et en ayant accès à des marchés auxquels ils n'auraient jamais eu accès, tout seuls en simple société. D'accord, vous leur apportez des affaires. Exactement, on leur apporte des affaires. Après, pas que, on leur apporte tout le support dont ils ont besoin. Il y a une section Trusker qui est dédiée, qui les forme aux techniques de portage, aux valeurs de chacune des sociétés pour lesquelles ils vont travailler. Et ils ont un appui qui est quotidien, parce que nous, on a un support client et support Trusker qui est ouvert de 8h à 20h, tous les jours du lundi au dimanche. Donc, eux, ils sont hyper accompagnés. C'est aussi quelque chose qu'ils apprécient beaucoup chez Trusk. Là où dans d'autres sociétés, ils travaillent pour le SMIC horaire et ils sont un peu laissés à l'abandon, quoi. Nous on se rend compte que nos Truskers sont quasiment nos premiers clients. D'accord, c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'en fait, tes commerciaux, ils ont à la fois on va dire les retailers comme prospects, mais aussi finalement les sociétés indépendantes de transport. Alors, Dépendantes de transport. bonne question. Dans les commerciaux, ils s'occupent uniquement des clients et tu as une équipe qui est Trusker, qui est une équipe qui va être dédiée au service Trusker. Sinon, D'accord, ok. c'est trop compliqué de faire les deux à la fois. On a eu ça, alors Ouais. on a eu des postes hybrides dans un premier temps. Quand tu es petit, quand on a déployé les villes, tu avais justement une personne qui s'occupait à la fois des clients et à la fois des Truskers. Et en fait, tu te rends compte que c'est très compliqué pour eux de faire bien les deux à la fois. Et la Ouais. partie acquisition était complètement délaissée, parce que l'acquisition, ça demande énormément de temps, énormément de rythmique, en étant hyper organisé. Et finalement, on passait à côté de la partie acquisition. Donc, on a scindé en fait ces postes de manière à être beaucoup plus efficace. D'accord. Et ceux qui s'occupent des Truskers, tu les appelles commerciaux ou c'est autre chose encore? Non, on les appelle les opérationnels. Ok. Ok, très bien. Donc toi, tu t'occupes vraiment plus de la partie B2B. Alors, voilà, exactement. B2B2C, B2B2B, avec trois équipes dans cette équipe commerciale. La partie plutôt SDR. Donc ça, ce sont eux qui vont qualifier les bonnes opportunités. Ouais. Ils sont là pour poser un maximum de clients et détecter si justement les opportunités sont bonnes. Nous, on a un système de lead scoring chez Trusk avec une note sur 100 points qui nous permet de bien identifier. Alors, il y a un premier critère, c'est le mercure, qui permet de détecter si le client, si c'est un prospect chaud ou non. Ensuite, tu Ouais. as le côté process investissement. Est-ce que c'est un client qui va nous demander aucun investissement? Ma plateforme pro.trust.com est efficace et je peux lui mettre en main directement. Est-ce que ça va me demander des coûts logistiques? Est-ce que ça va me demander des coûts informatiques ou les deux? Et ensuite, tu as un critère qui est basé sur le volume. En fait, qu'est-ce que peut nous apporter ce client? Quel chiffre d'affaires il va représenter? Et, un dernier qui est sur le décideur, qui est pour moi un des enjeux majeurs. Et moi, je m'en rends compte depuis le début de chez Trusk. C'est compliqué de savoir si on discute avec les bonnes personnes et de s'adresser s'adresser à elles. Et ça, c'est important de le détecter. Donc, on a un gros critère chez nous qui facilite aussi notre communication entre sales en disant est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est pas lui. Et si j'ai un doute, évidemment, tu as une note qui est un peu moins élevée et ça nous permet d'identifier si c'est un bon lead ou pas. Ouais, donc pour les auditeurs qui connaissent pas le lead scoring, en fait, c'est ça, c'est qu'avec plusieurs critères, tu arrives à donner une note à un lead et en fonction de la note, tu mets plus ou moins d'énergie sur ce lead. Exactement. Parce que comme je te le disais, nous, on est à la recherche de temps. Il faut doubler le chiffre d'affaires dans un temps qui est court. Et la clé des bons sales, c'est évidemment d'être hyper bien organisé et de traiter les bons leads, de détecter les bonnes opportunités. Il y a une infinité de possibilités dans le transport chez nous. Maintenant, qui demain est prêt à commencer avec nous et nous apporter suffisamment de volume, c'est là où ils doivent se poser les bonnes questions et ça doit être une manière d'avoir une vision. Le lead scoring leur permet d'avoir une vision rationnelle après leur rendez-vous et doit les aider à prendre des décisions. Parce que ça va très Ouais. vite de se perdre en se disant tiens, le mec en fait a été sympa, on a passé un bon moment. Mais si tu reprends point par point rationnellement, tu dois détecter, ça te permet de savoir si tu as fait un bon rendez-vous et s'il y a quelque chose à aller gratter derrière.
Et oui, parce que ça, c'est similaire à toute industrie, mais tu peux perdre beaucoup de temps avec effectivement des prospects finalement pas très qualifiés, mais qui vont te faire 2, 3, 4 rendez-vous, aller jusqu'au bout du cycle de vente et finalement ne pas devenir client. Et ça, ce que tu nous dis, c'est que tu peux faire un travail dans la découverte client pour le détecter très en amont si ça vaut le coup de continuer le process. Ouais, complètement. Complètement. Et je pense que ça, c'est aussi une des clés. On a pas mal évolué sur ce modèle. Et je pense qu'on continuera à évoluer dessus parce que c'est la clé d'avoir un revenu qui est prévisible et de bien utiliser son temps. D'autant que nous, soit on fait des rendez-vous en visio, mais on va Ouais, aussi beaucoup sur le terrain. C'est important de se montrer. Donc, un rendez-vous, ça te prend vite une demi-journée où tu te fais 1 heure de bagnole pour y ouais, aller, tu passes 1 heure sur place, après tu regardes un peu les prospects qui sont sur place, où tu vas repasser 1 heure à te dire, bah tiens, lui je lui aurais bien parlé, quitte à être là, j'y vais. Tu refais 1 heure de voiture, après il faut que tu fasses tes résumés, tu lui envoies le mail, tu rentres tout sur ton CRM, enfin, ça te prend vite 5 heures. Et, euh, ouais. et on s'en rend compte encore plus là pendant le confinement, c'est que le nombre de trucs qu'on peut faire à pas bouger, Ouais. c'est quand même très pratique. Ouais, ça va peut-être modifier un petit peu la partie commerciale où c'est vrai que moi je fais aussi beaucoup de rendez-vous en physique. Ouais. Non pas parce que je veux faire des rendez-vous en physique, mais plutôt parce que le client me demande de le voir. Mais peut-être que demain, on pourra plus facilement dire, bon, pour économiser un transport euh, et de l'argent et de l'énergie, est-ce qu'on peut le faire par visio? Les gens vont sans doute être habitués maintenant aux outils de visio. Ouais, ouais, je pense aussi, en vrai. Ouais, Et puis je pense qu'ils étaient déjà habitués avant. C'est juste qu'on se sent un peu gêné. On se dit ça va être une super opportunité, autant aller le voir, maximiser ses chances. ouais. Alors que c'est pas à mon avis la bonne manière de faire. Mais ouais, ouais, en effet, à mon avis, les choses vont un peu évoluer. Ça va nous aider commercialement là-dessus. Ouais, j'avais eu un entretien avec Rachel Delacour, qui est une entrepreneuse qui avait revendu sa boîte il y a quelques années à Montpellier, et elle me disait que bon, ils avaient un marché international, donc c'était un peu obligatoire, mais elle obligeait ses commerciaux à tout faire en visio, et il y avait une politique zéro déplacement. Et en fait, les clients qui ne voulaient un rendez-vous physique et où c'était obligatoire, finalement, ces clients-là, c'était pas leurs clients. C'est- Intéressant. Bah, tu vois, Ouais, ouais, je trouve, ouais, c'est pas mal d'être radical sur ces sujets-là, mais nous, on pourrait très bien mettre en place, et c'est pas bête, de dire tant qu'on n'a pas toutes ces informations-là, il n'y a aucun déplacement. Je reste ouais. persuadé qu'il faut quand même aller voir les gens dans notre business. C'est Oui, variable, hein. Nous, bien sûr. on vend pas un SaaS. Enfin, le SaaS qu'on vend, c'est un moyen de Oui. commander des camions. Mais, mais c'est pas bête du tout, en effet. Dire tant qu'il n'y a pas ça, pas de déplacement. Ouais. Donc ça, ouais, effectivement, c'est une culture d'entreprise. En fonction de ton marché, tu l'adaptes. Toi, du coup, dans ta fonction de Head of Sales, et là, on arrive à 30 minutes d'interview. Après, on passera aux dernières questions. Mais c'est quoi, finalement, avec cette aventure, là où les bonnes pratiques que tu pourrais donner aux auditeurs que quelque chose que vous avez fait ou vous faites chez Trusk et qui marche plutôt bien dans la partie vente. Je te Hum, pose une colle. Non, non, je réfléchis à donner de Ouais. l'information la plus pertinente. Euh, Ce qui marche le mieux, j'essaie de te donner la réponse la plus exhaustive possible. Euh, non, ce qui est important, c'est pour moi ce qui fait un bon sale et ce qui nous permet d'être efficace, c'est en effet de trouver le bon équilibre entre. Nous, on a identifié qu'on était un business d'hommes, donc tu es obligé de passer du temps avec eux en partie. Maintenant, il faut aussi, tu peux pas le faire tout le temps, donc il faut le déterminer et il faut s'appuyer. Nous, on s'appuie énormément sur des outils tech qui nous font gagner un temps fabuleux. Et l'idée réellement, côté sales, c'est de se dire, à chaque fois de classifier en se disant, tiens, cette opportunité-là, est-ce que je fais du personnalisé en fait pour lui? Personnalisé, ça veut dire envoyer un mail personnalisé, ça veut dire l'appeler, ça veut dire potentiellement se déplacer. Ou alors, est-ce que finalement, j'aurais pas le temps?
sur une semaine, j'ai 10 demi-journées. Et bah, tout ça, je le fais passer en automatisé. Et là-dessus, tu as plein d'outils aujourd'hui. Ça prend du temps un peu d'identifier ceux qui sont bons pour toi. Mais tout le reste, et ce que tu n'as pas le temps de faire à la main, bah, tu le fais passer en automatique via des outils qui peuvent être très performants, type prospect.io, qui te permettent d'envoyer des campagnes semi-personnalisées à énormément de clients. Et l'idée, c'est d'avoir toujours une machine sales qui tourne, même quand tu es en rendez-vous. Et que tu aies toujours une activité qui soit... et d'avoir, l'objectif, c'est d'avoir un nombre de rendez-vous qui soit stable chaque semaine, quoi qu'il se passe. Que tes sales soient à fond, à 100% sur le terrain ou pas à 100% sur le terrain. Que tu aies un niveau de rendez-vous qui soit déterminé et que tu atteins chaque semaine de manière à faire du business derrière. Ouais, donc finalement, deux choses dans ce que tu me dis, c'est la gestion du temps et l'optimisation du temps et remplir son pipe de prospects pour ne pas être à court de rendez-vous et donc de vente. Ouais, clairement. Et si tu peux pas aller dans le très spécifique, en effet, tu remplis ton pipe de manière automatique et après, les outils font le boulot pour toi. Ouais, bien sûr. Tu utilises prospect.io, c'est ça que tu me disais? Ouais. C'est un bon outil pour les SDR et pour tout ce qui est campagne de démarchage dans un premier temps. Et qui est un outil qui n'est pas cher surtout, c'est ça qui est très bien. Écoute, c'est une des questions de fin que je voulais te poser, mais un peu, c'est quoi les outils que vous utilisez pour être performant ou les routines? Donc, celui-là, est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, il y en a pas mal. Prospect.io pour les SDR, Pipedrive pour le CRM, Sales Machine pour le Customer Success. Après, un des outils, moi, qui m'a marqué dernièrement, je pense que certains le connaissent, c'est Lusha, qui te permet de détecter toutes... Ouais, tu connais aussi? Ouais. Voilà, qui te permet de récupérer les numéros de téléphone portable d'énormément de targets que tu as sur LinkedIn. Et ça change quand même la vie des sales, dont le démarchage des standardistes est quasiment terminé. Et c'est un temps qui est révolu. Tu as rapidement accès à des personnes décisionnaires facilement en récupérant leur téléphone portable. Donc, c'est quand même hyper pratique. Ouais. Super. Donc, du coup, on est dans les dernières questions de l'épisode. Est-ce que tu as du contenu à nous conseiller en tant que Head of Sales de Trust? Qu'est-ce qu'il y a un contenu sur la vente qui te plaît? Ouais, il y en a plusieurs. J'en recommande vraiment un, c'est Spin Selling. On dit beaucoup aux sales, poser des questions, la règle des 80-20, il faut que ça soit le prospect qui parle, mais on dit jamais comment est-ce qu'il faut poser ces questions-là, en fait. Et en fait, eux, c'est très intéressant ce livre, parce qu'ils ont fait une étude sur près de 10 000 sales dans le monde, et ils ont déterminé une méthodologie de questions qui te permet de closer facilement. Le point du bouquin, c'est de dire tout le monde s'intéresse au closing en disant il y a les bons ou des mauvais closers, et eux, la théorie, c'est de dire non, il y a des gens qui font une bonne découverte client et qui débouchent forcément sur une signature, et ceux qui ne la font pas. Et en fait, la méthodologie est assez simple. Le S, c'est les questions de situation. Le P, c'est les questions de problème. Le I, c'est les questions d'implication. Et le N, c'est les questions de need payoff. Et pour te la faire simple, l'idée, c'est de dire, au départ, tu es avec ton prospect, tu vas poser des questions de situation qui sont simples. Quel est ton poste dans la société? Pour moi, si je rentre de manière un peu plus précise, ça pourrait être comment est-ce que tu t'organises sur le transport? Après, ces questions de situation, il ne faut pas rester trop longtemps dessus parce que finalement, elles intéressent que toi. Lui, ça lui apporte pas grand-chose. Donc, il faut vite que tu passes aux questions de problème. Et les questions de problème, ça va être de dire, et nous, c'est hyper important. On pense que s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de vente, en fait. On est là pour résoudre, trouver une solution. Et donc, sur les questions de problème, l'idée, c'est de lui dire, qu'est-ce que tu aimerais changer dans ton processus aujourd'hui? Quel est le delta entre ce que tu fais et tes attentes? Et donc, il faut aller le challenger là-dessus. Si tu n'en trouves pas, pour moi, il n'y aura pas de vente. Et une fois, et c'est là où il faut continuer à avancer, c'est qu'une fois que tu as ces questions de problème, l'idée, c'est de lui faire grossir ce problème-là. Qu'est-ce que ce problème implique? Qu'est-ce qui te coûte? Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est les questions d'implication. Et ça, généralement, les sales ont tendance à pas oser les pousser, à pas oser mettre un peu le nez dans la merde du client en lui disant tu te rends compte à quel point c'est problématique pour toi et l'urgence, en fait, de changer, quoi. Sinon, tu vas avoir de gros problèmes à pas le faire. Et une fois que tu as fait tout ça, c'est une question qu'à mon avis, il faut que tout le monde essaye. C'est des questions de need payoff. C'est de lui dire,
qu'est-ce que tu as pensé du rendez-vous? Qu'est-ce que peut t'apporter Trust? Et là, l'idée de ce truc-là, c'est que lui te résume exactement ce que vous êtes dit. Donc, s'il le fait mal, toi, tu peux un peu le corriger. Mais lui, il a intégré tout ce que tu pouvais lui apporter. Et en fait, l'idée derrière ça, c'est de se dire que toi, tu participes, en fait, sur le processus de vente, tu vas participer entre 1 et 10%. Tu vas passer 1 heure avec ton prospect qui, lui, va devoir évangéliser, en fait, toutes les personnes de sa société. Et si toi, tu lui as permis de bien résumer, il est conscient de son problème, conscient de la solution, bah, tu as ton jeune padawan qui va aller évangéliser toute sa boîte et qui va avoir un discours construit pour dire il faut qu'on passe par Trust et qu'on change toute notre organisation logistique. Et moi, c'est un des livres qui m'a, à mon avis, le plus marqué, qui nous a donné le plus de structure dans nos rendez-vous commerciaux. Ouais, c'est vrai que Spin Selling, c'est revenu dans plusieurs épisodes du podcast. Et je ne l'ai pas encore lu, tu vois. Alors, j'aimerais bien le commander, mais j'ai vu que là, en ce moment, c'était un peu compliqué, les commandes. Tu peux toujours le lire en ligne, au pire. Mais bon, c'est un peu moins agréable. Mais bon, je sais ce que je vais faire, hein, finalement. Mais ouais, merci pour ça. C'est vrai que sur l'implication, ce que tu disais, hein, c'est que souvent le commercial hésite à aller là-dedans, à faire un peu, à montrer le problème et qu'est-ce que ça implique de ne pas résoudre ce problème. Et ça, on en a parlé dans un autre podcast. Hein, c'est un peu le biais cognitif à la perte pour le prospect. C'est que si tu expliques ce que le prospect perd en ne travaillant pas avec toi, tu as déjà fait une grande partie de la vente. Exactement. Il faut qu'il ait, et là-dessus, ouais, il faut il se dise c'est vraiment un problème et il faut même réussir à le faire passer en disant ça c'est du besoin implicite, j'ai un problème, et besoin explicite c'est je dois changer de solution. Et bon, c'est pas simple, hein, mais ça te donne quand même une bonne méthodologie pour appréhender les rendez-vous. C'est toujours un peu les techniques de vente, hein, c'est-à-dire c'est simple à appréhender, mais compliqué à maîtriser. Clairement. C'est comme les jeux vidéo où on dit, il y a un terme en anglais pour ça, les jeux vidéo faciles pour t'amuser, mais en fait hard to master, donc très compliqué pour devenir un maître en la matière. Non, mais c'est clair. Et en vrai, bah, comme sur un jeu vidéo, faut le bosser, faut venir avec ses questions prêtes, avec des idées que tu as un peu, des hypothèses de business, et déjà prendre l'habitude de les poser. Et si tu le fais pas, mais ça, c'est de la préparation de rendez-vous qui est très importante selon moi. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous raconter une vente qui t'a marqué dans ta carrière, de manière rapide, hein, juste pour en tirer quelques enseignements? Ouais, c'était avec une grosse enseigne de retail. Ouais, c'était avec Ikea d'ailleurs. Ikea, on a beaucoup galéré. Personne ne nous répondait à Paris. Du coup, moi, personne ne répondait aux mails, donc on est même allé très loin à attendre les directeurs sur leur parking pour pouvoir leur parler. Et eux, D'accord. et tu vois, on n'en est pas fiers, mais les mecs ont dit vous êtes des grands malades, arrêtez s'il vous plaît. Donc je me suis dit à un moment c'est foutu en Île-de-France, et donc j'ai été dans le sud-est où j'ai trouvé une bonne opportunité. Et, donc j'arrive là-bas, je me dis que bon, je dois certainement être seul sur le marché. Manque de peau, c'est l'adjoint qui m'accueille, qui me dit on a très avancé avec une société, mais bon, on vous consulte quand même pour être sûr qu'on a fait le bon choix. Et finalement, le rendez-vous se passe très bien. Moi, j'étais arrivé très préparé. Donc je me dis j'ai réussi un peu à retourner la situation, on me fait visiter les installations, etc. Et je rentre à Paris en me disant je pense que j'ai pu le faire. Et finalement on fait on fait des erreurs, on fait l'erreur de leur envoyer des t-shirts Trust, bon, ce qui est très mal vu en fait, ce genre de choses. On n'avait pas pour ambition de les acheter, mais de dire écoutez, nous on prend soin de nos clients et des clients finaux. Et puis par hasard en fait il y a des mails qui partent au siège d'Ikea. Et là, le directeur du magasin m'appelle un peu foudrage en me disant le deal, on le fait ensemble. Lui, il voulait avoir la primauté du deal. Donc, si vous rencontrez le siège d'Ikea, on le fera pas. C'est terminé. Donc, soit vous dealez avec nous, soit c'est avec les autres. Et du coup, là, je suis un peu perdu. Et finalement, donc on se dit qu'est-ce qu'on fait? Soit on va au siège d'Ikea, mais on ne pourra pas bosser avec celui de Toulouse. Soit on va à Toulouse et on rate le siège Ikea, alors que c'est un énorme business pour nous dans le futur.
Lui veut rien entendre. Et puis finalement, c'est basé sur les valeurs de Trust internes qui sont speak the truth, qu'on lui a bien expliqué, et on a réussi à inverser la tendance. Et bon, il a accepté, il nous a entendu en lui expliquant qu'on n'avait vraiment pas fait exprès de shooter ses mails. Et on a réussi finalement à signer enfin, après 2 ans, un premier magasin Ikea, et après l'aventure était partie, quoi. Mais beaucoup d'étapes là-dedans. En fait, il voulait avoir la primeur, c'est ça, de bosser avec vous, c'est-à-dire être le premier dans la chaîne Ikea à bosser avec vous, c'est ça? Exactement. Il voulait que ça vienne de Ok. lui parce que c'est un peu des indépendants, et il voulait Ah oui, c'est avoir vrai. cette primeur d'avoir apporté Ouais. Trusk sur un plateau. Il voulait pas que ce soit le siège qui le revendique. Donc, Et ouais, il y a certains profils effectivement qui aiment bien le côté je suis avant-gardiste et tu peux jouer sur cette fibre-là, effectivement. clairement. Et en même temps, c'est des gens qui t'aident beaucoup parce que c'est des gens qui sont pionniers et qui font avancer le truc beaucoup plus vite que les autres, qui sont un peu les suiveurs. Ouais, c'est les early adopters, ouais, effectivement. Donc non, une chance de Ça l'avoir aussi, rencontré. Pardon? ouais, ça aussi, c'est un bon retour d'expérience quand on lance une boîte, hein, c'est de d'abord trouver les early adopters de ton marché qui seront tes ambassadeurs et après tu auras d'autres clients qui eux vont suivre ces ambassadeurs. Ouais, clairement. Et ça, je pense que c'est important. C'est pour ça qu'il faut vraiment discuter avec tous les décideurs. Nous, on en a 5-6 à chaque fois quand on attaque une boîte, en se disant, forcément, il y en a un là-dedans qui a plus envie que les autres et qui est plus enclin à faire ce genre de choses. Là où certains Ouais. seront plus frileux. Donc, l'importance de discuter avec tout le monde. Ouais, très bien. Ok, ben écoute, merci Antoine. Dernière question avant de clôturer l'épisode. Si tu pouvais inviter quelqu'un dans ce podcast, ce serait qui? Bonne question. Tu peux appeler un très bon Timothée Deschamps de chez Tokiwoki. Ok, Et ce qui peut être intéressant. Et sinon, qui tu peux appeler bon, il y en a plein. Hein. Édouard Solnier-Arrigui de chez Metodo Job aussi. ok, très bien. Ben écoute, ça me donne déjà deux prospects entre guillemets pour le podcast. Tant mieux, tu peux les appeler de ma part. Ok, ben écoute, merci beaucoup Antoine. J'espère que le confinement va bien se finir pour vous là. On a appris hier qu'il restait encore quelques semaines. Ouais, j'espère aussi. Mais non, nous, on a hâte que ça redémarre parce qu'on pense qu'il va y avoir énormément d'opportunités sur les sujets de livraison, que en effet, l'achat online et la livraison en ligne va devenir de plus en plus importante. Donc, Ouais. hâte qu'on en finisse. Ouais, bah écoute, on espère. Bon, bah, merci encore pour ta dispo et puis bonne continuation et à très bientôt alors. Merci beaucoup, Alexandre, et à bientôt. Ouais, salut Antoine. Salut. Voilà, cet épisode des Héros de la Vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine!